Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va suivre Manu qui nous emmène dans son investissement Duflo, juste avant le Pinel. C'est sensiblement la même chose, hein, à part les taux de défiscalisation qui étaient plus intéressants dans le Pinel. C'est un programme de défisc et il va nous emmener. Il nous a fait une petite vidéo parce que j'étais au Maroc. Bon, aujourd'hui, je suis chez mes parents. Je suis rentré un peu du Maroc momentanément. Je vais y retourner très vite, je pense. Je suis rentré pour gérer quelques travaux, quelques papiers à régler. Si j'ai mes lunettes de soleil, c'est pas parce qu'il fait beau, c'est parce que j'ai chopé une conjonctivite. Voilà. Et ça fait un peu mal. Bon, bref, Manu nous a fait une vidéo quand j'étais au Maroc. Très sympa, il nous emmène dans l'un de ses derniers investissements à Rambouillet. Donc voilà, on le suit tout de suite. Bonjour à tous, et ben ça y est, dimanche matin, me voilà reparti. Reparti à Rambouillet, je fais l'entrée dans les lieux là d'un appartement. Après, il me reste encore demain un petit état des lieux et c'est fini. Tout sera bien mis en location. Voilà, donc voilà, c'est ça aussi, hein, c'est qu'il faut prendre du temps, refaire la rédaction des baux, les nouveaux locataires, les recherches. Donc c'est du temps, c'est de l'organisation. Mais c'est comme ça que vous pouvez optimiser en fait vos placements financiers, enfin, vos placements immobiliers. Donc voilà, Rambouillet, j'avais fait donc une défiscalisation. Donc je vais vous faire une petite vidéo sur les avantages, les inconvénients. Je vous montrerai ce que j'ai acheté, le prix que j'ai acheté, pourquoi je l'ai fait. Les surprises de la réception, les surprises finalement en cours de vie de l'immeuble, même si c'était finalement dans une résidence avec une TVA classique. Hein. Je vous expliquerai pourquoi éviter la TVA 5. Quand vous avez des ventes avec des biens avec une TVA 5,5, quand vous êtes en TVA à 20 en tant qu'investisseur, l'avantage, l'inconvénient. Voilà. Donc je vous prépare tout ça pour tout à l'heure. Une petite vidéo à venir sur est-ce que c'est bien finalement de faire de la défisc, et si oui, quels sont les points d'attention pour ceux qui veulent se lancer là-dessus. Voilà. Et nous voilà arrivés donc devant l'immeuble. Donc je vais vous faire une petite vidéo de l'extérieur de l'immeuble pour voir un petit peu ce que ça donne d'un point de vue architectural. Donc immeuble livré en 2015, et mon appartement, c'est celui-là, au dernier étage. Appartement qui a une terrasse de 8 mètres carrés, voilà, sur l'extérieur, face à l'immeuble. Voilà, on n'est que sur, finalement, vous verrez quand je serai sur la terrasse à l'intérieur, que en face et que des maisons. Voilà. Et vous êtes ici, voilà, dans l'appartement, l'extérieur. Allez, allons visiter l'intérieur et les parties communes. Et voilà, donc nous voilà dans l'immeuble, des parties communes. Donc voilà, c'est un immeuble qui a été livré en 2015. Normalement, le promoteur a une obligation. Vous voyez, donc il y a, en termes de boîte aux lettres, il y a deux îlots. En fait, il y a deux bâtiments. Il y a bâtiment A, bâtiment B. Mais le bâtiment B, pour accéder au bâtiment B, ils sont obligés de passer par le bâtiment A. Et après, nous avons un petit patio, et ça arrive, le bâtiment B, il est là-bas. Donc, le promoteur avait une obligation de mettre une partie en propriétaire occupant. Et là, on se retrouve 100% des locataires. Voilà. Donc, il y a une dégradation malgré tout, je trouve. Donc ça, c'est un point négatif, hein, des parties communes. Vous voyez, là, on est en 2015. Et là, la prochaine AG qui a lieu le 20 septembre, on va voter la réfection des parties communes du rez-de-chaussée, parce que il y a, voilà, suite à des déménagements, et ben les papiers peints ont un peu souffert. De ce côté-là, non, mais ici, surtout ici en finale. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un point négatif. Quand vous avez que des locataires, et ben l'immeuble en soi vieillit beaucoup plus rapidement, en tout cas à l'intérieur. Même si c'était sympathique, et ben ça reste quand même pénalisant sur le long terme. Vous voyez, quand vous êtes 100% locataire, vous avez malgré tout un vieillissement qui est beaucoup plus rapide, et peut-être que les personnes quand même en prennent moins soin au niveau de la copropriété, comme vous avez pu voir sur les parties communes. Là, la prochaine AG qui a lieu donc le 20 septembre, on va déjà voter la réfection des parties communes du rez-de-chaussée, alors que finalement l'immeuble est quand même de 2015, donc il est quand même très récent. Et ben on va commencer à faire des premiers travaux suite à cette petite dégradation que nous avons dans les parties communes. Donc ça, c'est un point négatif, c'est-à-dire que quand vous avez des propriétaires occupants
et finalement des locataires, ça fait une bonne mixité et généralement les propriétaires occupants prennent soin aussi des parties communes. Quand vous êtes dans des immeubles où il n'y a que des locataires, même si le promoteur avait un engagement de mettre en place des propriétaires occupants, ça n'a pas été le cas, et ben on a quand même un vieillissement des parties communes plus rapide quand même qu'à la normale. Voilà. Là, je vais vous montrer maintenant la place de parking et vous allez voir finalement qu'est-ce que j'ai eu comme place. Et voilà la place de parking. Donc place de parking dite handicapée. Et donc vous voyez, j'ai acheté mon appartement avec la place de parking handicapée. Donc quand on regarde par rapport à une place classique, on est plutôt une place classique, on est sur du 12 mètres carrés. Ici, on a 17 mètres carrés. Donc là, mon projet, c'est de la fermer. Donc même là, si le voisin il mord un petit peu, on mettra le parpaing vraiment en limite de ma place de parking. Et finalement, ça nous laisse une très très belle place, puisque là, on a du 12 mètres, quand ici, on est à 17 mètres carrés. Donc ça, pour moi, c'était un petit plus de l'appartement. Et si on part là pour boxer cette place, je suis pas gêné comme ces voitures-là avec les aérations. Voilà, j'ai aucun problème d'aération. Donc, on va pouvoir boxer cette place. Donc, je vais valider le projet, faire valider le projet à la prochaine Assemblée Générale. Voilà, donc là, je vais vous montrer du coup l'appartement. Donc, voilà, appartement. Alors, appartement qui est situé au dernier étage, au 3e étage. C'est le seul studio de la résidence. Et on a une surface loi Carrez, donc de 25,80. Mais finalement, on a un esprit de grandeur. Pourquoi? Parce que toutes les surfaces qui sont inférieures à 1,80 m ne sont pas inclus dans la loi Carrez. Donc, c'est-à-dire qu'aux surfaces au sol, on a 29,25. Voilà. Donc, ça donne un petit cachet supplémentaire. Moi, j'aime bien. Il y en a qui aiment pas trop quand c'est mansardé. Mais là, justement, je trouve que ça lui donne un petit peu plus de volume. Donc, ici, vous avez donc la porte d'entrée, l'entrée. Alors, bien sûr, on est, au niveau des normes électriques, on est sur des normes qui sont toujours actuelles, pas de problème. Alors moi j'aime bien la guerre, mais bon après vous n'avez pas de mots à dire. C'est-à-dire que quand vous achetez un VFA, quand vous achetez du neuf, vous avez une notice descriptive. Et voilà, là c'est du Schneider Electric. Bon, Schneider Electric reste quand même une bonne marque de bonne facture. Ici, donc pareil, vous aviez la partie cuisine qui était livrée aménagée. C'est-à-dire que vous aviez le mobilier, la plaque, la hotte, le réfrigérateur. J'ai rajouté la machine à laver. Alors, c'est vrai que le constructeur prévoit toujours des petits espaces pour les machines à laver, mais finalement, il aurait fallu mettre une qui charge par-dessus avec les vibrations. Bon, j'ai préféré mettre un hublot parce que finalement, ils optimisent la place pile poil, mais on se rend compte qu'après, c'est difficilement exploitable. Donc là, vous avez la chaudière, puisque c'est un appartement qui est au gaz de ville par rapport aux normes écologiques. Et donc ça, c'était aussi un plus, moi je trouvais, dans cette acquisition de cet appartement. Voilà, donc là, vous avez la pièce principale. Donc voilà, j'ai rajouté des petits meubles ici et là. Et ici, vous avez donc la salle de bain. Coucou. Alors là, j'ai pas de lumière parce qu'en fin de compte, j'ai donné les coordonnées à la nouvelle locataire. Il y a juste une petite manipulation que je vais aller faire. Là, je viens d'arriver. Et vu que je fais l'état des lieux dans 15 minutes, j'en profite rapidement pour faire cette vidéo et après, je m'occupe de tout. Il y a une petite manipulation à faire sur le Linky. Voilà. Donc, salle de bain avec baignoire. Là, on a juste rajouté finalement la paroi vitrée, ce qui permet finalement de protéger et éviter finalement qu'il y ait de l'eau un petit peu partout. Donc, salle de bain qui est très spacieuse. Pourquoi? Par rapport aux normes finalement des personnes handicapées. Voilà. Avec le sèche-serviette. Donc cet appartement-là, comme je vous ai dit, il n'y a que 25,80 qui compte par contre pour l'avantage fiscal. Et vous avez également les annexes. Et là, vous avez une terrasse de 8 mètres carrés. C'est la terrasse la plus grande de la résidence. Donc ça aussi, ça m'a fait, c'était un vrai plus. Et qui donne finalement sur déjà des maisons, donc déjà construites. Voilà, donc je vous ferai après, voilà, tout à l'heure vous avez pu voir déjà l'extérieur, mais voilà un petit peu au niveau de la résidence, et donc on n'a aucun vis-à-vis, voilà, parce qu'on est au-dessus finalement de ces maisons-là, donc ça c'est pas mal, et vu que c'est déjà construit avec différentes maisons, il y a une autre rangée derrière d'autres maisons, donc ça sera pas rasé, il n'y aura pas de promoteur qui va racheter le patelin de maison pour refaire un nouvel immeuble, donc ça c'est plutôt bien, voilà. Donc cette surface-là, 8 mètres carrés, compte pour 4 mètres carrés dans l'avantage fiscal. Donc ça, c'est un vrai plus, voilà, par rapport à un autre appartement
plus celui-ci. Donc c'était le seul studio de la résidence. Voilà, donc voilà déjà l'appartement, le descriptif. En termes de travaux, alors pareil, dans les notes descriptives, moi j'aime bien quand c'est des murs lisses. Finalement, vous voyez, c'est du granulé. Alors, c'est vrai que ça donne moins de cachet que des murs lisses. Par contre, c'est vrai que s'il y avait du départ de locataire, pour refaire de la peinture, c'est aussi beaucoup plus rapide, finalement, ce mode-là. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu plus fragile parce que dès que y a un impact, on voit que ça creuse tout de suite, ici par exemple. Voilà. Nous allons voir maintenant un petit peu de façon concrète au niveau des papiers, des documents, finalement le coût, voir les avantages, les inconvénients et finalement, si c'était à refaire, est-ce que je ferais la même opération? Donc quand vous achetez dans du neuf, en fait, vous signez un contrat préliminaire et donc c'est comme une promesse, c'est comme un compromis. Donc en fait, ça reprend l'état civil, le bien, les numéros de lot, le prix, toutes les garanties classiques, le financement, très important bien sûr, la condition suspensive de financement, le dépôt de garantie, la réalisation, et après ça s'est réitéré en acte authentique directement chez le notaire. Donc voilà, c'est un contrat préliminaire au même titre que si vous voulez une promesse ou un compromis de vente. Donc toujours très important de bien tisser son relationnel, parce que vous voyez, en général quand vous achetez dans du neuf, on vous met juste la plaquette commerciale. Alors bien sûr il y a les notices descriptives, il y a un certain nombre de documents qui vous est transmis, mais là j'avais récupéré finalement tous les lots, tous les appartements qui étaient en vente avec l'étude de marché, etc., directement par la directrice commerciale. Voilà. Donc là, si on reprend, donc là on a tous les lots, les différents appartements, et on reprend finalement la grille des taux. Voilà. Donc là, sur les appartements, il y a 70 appartements. Là, on a donc la grille. Et en fait, si on regarde, voilà, moi l'appartement j'ai le 25. Donc comme je vous disais, c'est le seul T1. Vous voyez, il n'y a que des T2, T3, beaucoup de T2, beaucoup de T3. Et en prix, donc prix classique, ça c'est après il y avait certaines options qui faisaient augmenter le prix, mais prix classique, donc on était plutôt sur une fourchette entre 180 et 230, 240, 250 000 euros. J'avais mon petit T1 qui était là à 138 400. D'accord. Donc ça c'était le prix finalement de base. J'ai réussi une double négociation. C'est-à-dire que, c'est bien cet appartement-là, le lot 25, et je l'ai touché à 125 418. En fait, j'ai réussi à négocier pas tout à fait 10% sur le prix de vente. C'était soit cette négociation ou les frais de notaire. Finalement, on est sur du logement neuf. Donc, en termes de frais de notaire, on est plutôt de l'ordre de 2,5%. Donc le calcul était quand même vite fait. Et donc j'ai préféré prendre ce geste commercial plutôt de 9,5%. Et derrière, j'ai négocié une autre chose, alors qui n'est pas forcément négociable à chaque coup. Tout va dépendre finalement si le promoteur il a des fonds propres. J'ai réussi à négocier 5% à la signature et 95% à la livraison. Parce que vous savez que théoriquement, vous avez un appel de fonds progressif. Et en général, vous payez 5%, puis 20%, puis 30%, puis 40%, puis 50%, puis 70% en fonction de l'évolution de la construction. Et vous faites des déblocages donc intermédiaires, ce qui va vous créer ce qu'on appelle des intérêts intercalaires. Avec ces intérêts intercalaires, il faut d'ailleurs, petite astuce, lors de votre 2044, il faut les déclarer dès que vous les payez. Pourquoi? Parce qu'en revenu foncier, on est sur une politique d'encaissement et de décaissement. Et donc, il faut bien faire la déclaration quand vous faites finalement le décaissement et le paiement de ces intérêts. Donc, c'est bien l'année où je paye que je fais ma déclaration. Même si je suis pas encore livré, même si je n'ai pas encore de locataire mis en place dans l'appartement. Voilà, c'est une question qui revient souvent dans le groupe, mais c'est à ce moment-là, c'est au moment que vous payez, c'est l'année où vous payez que vous faites votre déclaration. Derrière ça, j'avais donc négocié ce fameux échéancier par rapport aux fonds propres du constructeur. Donc ça, c'était plutôt un avantage. Voilà. Donc les deux avantages, c'est que j'ai réussi à négocier au prix d'achat, j'ai réussi à négocier les intérêts intercalaires et ça m'a fait réduire mon coût parce que à l'époque, même si c'était il y a pas très longtemps, on était en 2014, donc 2013 à peu près pour les réservations. Achat donc en juillet 2014. D'ailleurs, si j'avais reporté après mes vacances, que j'ai signé avant mes vacances,
et j'aurais signé après mes vacances au mois de septembre, par exemple, j'aurais été éligible au dispositif Pinel et non pas Duflo. Mais voilà, l'idée c'est pas de comparer le Duflo au Pinel, même si à mon sens le Pinel est plus avantageux parce que le taux finalement de déduction est plus fort que le Duflo et les modalités, donc notamment les durées d'engagement, sont plus flexibles avec le Pinel. Donc je pense que le Pinel est plus avantageux que le Duflo. C'est pas l'objet de cette vidéo. L'idée c'est vraiment de se dire est-ce que ça vaut le coup ou pas de le faire. Quand finalement j'ai fait cette acquisition, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sondé un peu le marché de l'ancien. Je suis pas parti de tête baissée dans l'avantage fiscal. Et pour moi, l'avantage fiscal ne doit pas être la source du projet, mais plutôt la cerise sur le gâteau. Et finalement, j'ai déduit de mon achat un petit peu cet avantage fiscal. Et je voulais savoir si par rapport à l'ancien, où je me situais. Et finalement, dans l'ancien, on était rapidement sur des appartements entre 90 et 100 000 euros, avec des frais de notaire classiques. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en achetant cet appartement, moins la déduction fiscale, je me situais dans un marché quasi équivalent à l'ancien. Et donc, c'est pour ça que je suis parti sur cette opération. Alors, les taux d'intérêt à l'époque étaient plus forts que les taux d'aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai réaménagé mon prêt. Donc, mon taux, finalement, j'ai pu diminuer. J'étais à 3,30 à l'époque sur 20 ans. Aujourd'hui, même si c'est un taux fort par rapport au prix marché, parce que je suis à un taux aux alentours de 1,60, mais c'est un réaménagement. Ça n'a pas été un rachat de crédit que j'ai fait refinancer, c'était un taux de réaménagement. Et ça m'a permis finalement de gagner à peu près 60-70 euros par mois sur le projet. Donc voyons maintenant un petit peu, si vous voulez, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Les avantages, c'est que vous allez avoir un appartement qui va être dans les dernières normes thermiques, les dernières normes électriques, les dernières normes technologiques, tout ce que vous voulez au final, ça va vraiment être dans les dernières normes. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que les prises vont être avec des RJ45. Vous allez avoir des biens qui sont même plus en RT 2012. Maintenant, on est en RT 2020. Vous allez avoir des appartements qui sont phoniquement, thermiquement au top. Très important d'ailleurs depuis le nouveau DPE, sachant que je vous rappelle que les logements en F et G seront considérés non décents 2023-2028 et donc seront donc non louables. Donc ça, c'est vraiment une différence qui est très importante aujourd'hui. Les locataires regardent la nature en fait du chauffage, regardent la consommation électrique et donc ça, c'est important. Votre appartement acheté dans le neuf, il va bien se positionner par rapport à ça. Maintenant, acheter à n'importe quel prix dans le neuf, je pense que c'est pas une bonne solution. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si on reprend au niveau de l'avantage, oui, vous aurez les dernières normes. L'inconvénient, par contre, en parallèle de ça, c'est que vous allez payer plus cher que dans l'ancien. Donc, il faut quand même regarder le marché de l'ancien. Il faut que votre investissement, avec l'avantage fiscal qu'on peut diminuer, il ne faut pas être non plus décorrélé du marché de l'ancien. Si vous êtes 30 ou 40% plus cher que le prix que vous allez trouver dans l'ancien, à un moment donné, il y aura un déséquilibre et au niveau de la rentabilité, elle sera pas bonne. Donc, pour le coup, si vous êtes dans cette situation-là, je pense qu'il ne faut pas aller acheter dans le neuf. Si par contre, vous êtes à un marché à 10-15% au-dessus, je pense que ça peut être intéressant d'y aller. Pareil, au niveau du neuf, vous avez des immeubles sur lesquels vous avez une TVA à 5,5. Et vous, en tant qu'investisseur, vous aurez une TVA à 20%. Et pareil, ces investissements-là, je vous les déconseille. Pourquoi? Parce que le fait d'acheter, alors bien sûr, sauf exception, mais si vous achetez dans un immeuble où vous avez une TVA à 20 et votre voisin il a une TVA à 5,5, si demain vous voulez revendre, vous avez déjà acheté 15% plus cher que lui. Voilà. Donc, je préfère aller chercher dans des copropriétés ou dans des petits immeubles sur lesquels il y a une TVA à 20%, parce que les personnes qui vont y habiter pour de la résidence principale ou vous pour du locatif, vous êtes finalement ISO en termes de prix d'achat et donc en termes de prix de revente. Voilà. Donc ça, c'est les petits points qui me semblent importants à bien contrôler et à bien regarder. Au niveau de l'appartement, aujourd'hui, est-ce que ça serait, si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Oui, je le referais. Pourquoi je le referais? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, l'appartement acheté, j'ai réussi à le négocier le prix, donc de quasiment 10%. Donc c'est vrai que ça a été une bonne négociation, mais c'est ce qui m'a permis de bien positionner l'appartement.
J'ai négocié les intérêts intercalaires, donc j'ai pas eu de surcoût lié à cette acquisition, même si bien sûr ces intérêts auraient été déductibles. Malgré tout, il y aura toujours une part qui aurait été pour vous et que les taux actuels n'étaient pas les taux d'hier. Comme je vous disais, on était sur un taux à 3,30, alors qu'aujourd'hui, sur une durée de 20 ans, on est plutôt aux alentours des 1%. Donc il y a bien quand même un décalage entre les deux. Au niveau de la sectorisation, finalement le quartier, il a bien évolué. Quand j'ai acheté, c'est vrai qu'il y avait, si vous voulez, sur la gauche du bâtiment, il y avait encore c'était les bureaux de Continental. Malgré tout, j'avais été me renseigner à l'urbanisme et il y avait un projet de réhabilitation. Le fait qu'il y ait un projet de réhabilitation, finalement, autour de la copro, aujourd'hui, vous avez que des immeubles. Donc ça a donné aussi du sens et ça a donné du plus dans le quartier. Par rapport aux maisons qui sont en face, tout est déjà construit sur 2 rues. Donc, il n'y aura pas de démolition de maison pour la construction d'un immeuble, sauf si un promoteur venait à tout racheter. Mais compte tenu du prix des maisons, je n'y crois pas. Donc, c'est pour ça que finalement, j'avais sélectionné ce bâtiment, puisqu'il y avait 2 bâtiments, le A et le B. C'est pour ça que j'avais choisi ce bien-là. C'était d'ailleurs en plus le seul studio de la résidence. Et il y avait 8 mètres carrés de terrasse. Et là, c'est vrai, quand j'ai récupéré mon appartement, donc début août, suite au départ de ma locataire qui a acheté un bien, elle m'a dit sincèrement, si j'avais pas acheté d'appartement, je serais encore resté dans votre bien. Et pendant le confinement, c'était top d'utiliser la terrasse. Donc voilà, les extérieurs, et en plus on les compte pour moitié fiscalement dans le calcul finalement de la réduction d'impôt. Voilà. Donc ça c'est important, de tous ces facteurs-là. L'inconvénient que je vois, il y a plusieurs inconvénients. Même si j'étais parti finalement sur un promoteur qui était quand même classé plutôt haut de gamme, vu les prix des appartements qui ont été vendus, on m'avait signalé qu'il devait vendre en partie pour la résidence principale. Finalement, je suis sur un investissement où quasi 100% ce sont des investisseurs. Et donc, il y a énormément de locataires. Et qui dit beaucoup de locataires dit du turnover et pas forcément de la bonne prise en soin des parties communes. Donc là, vous voyez par exemple, dans la vidéo, vous avez pu voir, partie commune du rez-de-chaussée. Alors c'est peut-être lié à un déménagement ou pas, mais en tout cas, ils ont été dégradés. Et on va devoir revoter, alors que finalement, l'immeuble, on a été livré il y a 6 ans, 7 ans. On va déjà refaire les parties communes. Voilà. Donc ça, c'est le point plutôt négatif. Et aujourd'hui aussi, en fait, vous avez les promoteurs qui utilisent finalement et qui sous-traitent, énormément de parties du chantier et qui fait que derrière, quand il y a un petit peu des anomalies, moi quand j'ai réceptionné l'appartement, il y avait 2-3 petites choses qui me plaisaient pas. Donc, pour lever les réserves, parce que vous nous émettez des réserves, donc là, le promoteur a levé les réserves, il m'a fait les corrections, donc là-dessus, pas de problème. Mais finalement, on a aujourd'hui assigné le promoteur parce qu'il y a un problème de toiture qui est lié à de la sous-traitance. Alors moi, je suis pas touché, même si je suis sous les combles, je suis pas touché, c'est l'autre côté du bâtiment qui est touché. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, le promoteur, il va aussi aller chercher de la rentabilité. Et finalement, ils sous-traitent beaucoup. Donc ça, c'est le côté un peu négatif, c'est-à-dire que vous partez quand même un petit peu sur l'aventure, parce que quand vous achetez, c'est pas construit, et donc il faut attendre la construction. Vous avez il faut un peu s'imaginer, il faut bien regarder les extérieurs parce que souvent sur les plans c'est très joli, souvent sous les plans vous avez des photos, des arbres, vous avez l'impression que c'est très espacé et finalement c'est très réduit. Vous pouvez regarder sur la vidéo de Mehdi, sur lequel lui il avait attaqué son promoteur, puisque finalement son appartement donnait après juste à côté où il y avait tout ce qui était les vides ordures, etc. Et donc même si c'est du semi-enterré, ça faisait des nuisances sur son appartement. Donc et ça c'était pas prévu finalement sur ses plans d'origine, donc c'est pour ça qu'il a gagné. Mais néanmoins ça fait des nuisances, il faut savoir se projeter. Voilà. Et vous avez des délais de livraison qui sont souvent longs. Aujourd'hui, on est plutôt, quand vous achetez en 2021, on est quasiment sur du fin 2023 aujourd'hui pour la livraison. Donc ça, c'est des facteurs importants. Il faut regarder le nombre d'appartements, le nombre de tranches, regarder s'il y a de la TVA à 5,5 ou tout le monde est à 20%, regarder un petit peu la solidité financière du promoteur, regarder les constructions qu'il a pu déjà faire.
ce promoteur-là. Est-ce que c'est un nouveau ou pas? Est-ce qu'il est bien référencé? Donc ça, c'est important. Regardez s'il y a des groupes sur Internet par rapport à des constructions qu'il a pu faire où il y a des désordres. Ça aussi, c'est très important. Et derrière ça, bah, c'est de regarder aussi comment se situe le bien par rapport au marché de l'ancien. Voilà. Donc, la question, si c'était à refaire, perso, je le referais. C'était une belle aventure. Maintenant, attention, moi, je l'ai pas fait en début de parcours. C'est-à-dire qu'en fonction de votre situation, surtout qu'aujourd'hui, avec les recommandations du HCSF, on a quand même, c'est plus difficile de faire du financement, notamment par rapport au différentiel, puisqu'il n'y a plus de différentiel. Donc, ça veut dire que un investissement cher dans du neuf peut vous bloquer finalement vos futurs investissements. Donc, tout va dépendre de votre capacité de financement. Tout va dépendre d'où vous en êtes dans votre stratégie, où vous en êtes dans votre parcours. Et c'est peut-être pas forcément un investissement de début de parcours. Voilà, moi je l'ai fait en milieu fin de parcours parce que je trouvais toujours finalement mes rentabilités dans l'ancien. Voilà. Donc si vous êtes en début de parcours, je suis pas convaincu qu'il faut quand même investir dans du neuf. Tout va dépendre de votre capacité et de ce que vous voulez faire. Si votre objectif est d'acheter par exemple 1 ou 2 appartements, pourquoi pas? Sachant que quand vous achetez du neuf, vous achetez aussi normalement une tranquillité par rapport aux travaux. Vous n'aurez pas de ravalement pendant au moins 20 ans, voire 25 ans. Vous allez avoir les dernières normes, justement tout ce qui est énergétique. Et donc ça, c'est aujourd'hui très regardé par les locataires. Et donc c'est des vrais plus. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que voilà, ça a pu vous donner de la réflexion en tout cas. Moi, c'est l'objectif de ces vidéos et c'est l'objectif qu'on veut faire avec Mehdi. N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans nos formations, dans le groupe Telegram sur lequel on échange en direct. Et n'hésitez pas, mettez vos commentaires si ça vous a plu, si vous avez des questions. Eh ben, à vous de jouer. Écoute, merci à toi Manu pour cette vidéo. La prochaine fois, tu filmes en panoramique, ça sera mieux. Merci, on voulait vous faire des petites vidéos comme ça, en immersion, on trouve qu'il n'y a pas mieux. Un autre avantage que je voudrais, un autre point sur lequel je voudrais vous mettre en garde sur le Pinel, etc. et le Duflo, machin, enfin maintenant le Pinel, attention, bientôt peut-être le Super Pinel, c'est que assurez-vous que l'avantage fiscal que vous bénéficiez lors de votre achat, eh bien vous payez au moins, pendant la durée d'engagement, au moins que vous payez autant d'impôts que l'avantage fiscal que cela va vous procurer de réduction d'impôts. D'accord? Je t'explique. Si tu t'engages dans un appartement avec une réduction d'impôt de 3 000 € à l'année, eh bien assure-toi que pendant l'engagement, on va dire 12 ans, tu es sûr de payer au moins 3 000 € d'impôts. Puisque si demain ta situation change et que tu te maries et que tu as des parts de quotient familial qui augmentent, tu as des enfants ou que tu baisses de salaire et que tu n'es plus redevable que de 1 000 € d'impôts, eh bien tes 3 000 € de réduction d'impôts vont effacer tes 1 000 € d'impôts et les 2 000 € de delta sont perdus, ne sont pas reportables. C'est une petite remarque très importante lors de votre calcul et lors de votre projet sur un Duflo, un Pinel ou autre. Maintenant Pinel et pourquoi pas Super Pinel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un pouce, partage, aide-nous dans le référencement. C'était la première de Manu, aide-le donc, des likes à fond. Si tu veux nous rejoindre, les liens sont dans la description, on t'accompagne sur le groupe, etc. En ce moment, c'est Manu qui est beaucoup sur le groupe, puisque moi, je gère un petit peu autre chose, mais je reviens très vite. On vous embrasse tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!